Salut chers amis, démocrates africains et amis du monde entier. Nous sommes dans la journée de samedi 19 janvier 2019 et nous sommes ici à Toronto au Canada. Rapidement, nous allons faire un petit tour de l'actualité. Aujourd'hui, il y a eu acte 10 des Gilets jaunes en France. Acte numéro 10 des Gilets jaunes en France. Si les médias vous parlent de plus de 84 000 gilets jaunes qui se sont rassemblés dans la France, plus de 10 000 à Toulouse, ça signifie qu'il y a eu plus que ça. Dans la plupart des temps, quand les médias vous disent il y en a 5, ça veut seulement dire qu'il y en a eu 20 fois ce qu'on vous donne. Le mouvement des gilets jaunes, nous avons déjà prédit, pour ceux qui ont l'habitude de nous suivre ou ceux qui nous ont manqué, peuvent aller regarder l'une de nos vidéos que nous avons eu à faire. Nous avons intitulé cette vidéo Les Gilets jaunes et la chute de la 5e République française. Chute de la 5e République française. Dans le mouvement des Gilets jaunes, c'est le peuple qui est en train de réclamer sa souveraineté. Le peuple français réclame sa souveraineté. Mais suite à quoi le peuple réclame sa souveraineté? Suite aux injustices sociales, aux injustices de la culture, aux injustices démocratiques, ainsi de suite, de suite, de suite. Donc on peut citer plusieurs injustices que vous connaissez. Donc si vous essayez de regarder la structure de la 5e République, est bâti sur un pouvoir qui est simplement arraché au peuple. C'est-à-dire qu'ils ont créé un mécanisme d'élection qui, dans ce mécanisme, le peuple désigne les représentants et les représentants s'associent autour de ce qu'on appelle l'Assemblée générale. Cette Assemblée générale vote des lois, des régulations pour faire fonctionner l'État. La plupart des temps de ces régulations vont à l'encontre même de ceux qui les ont apportés au pouvoir, donc à l'encontre du peuple. Donc les députés qui sont élus à l'Assemblée votent des lois qui continuent simplement, comme on dit, à puiser la population. On peut simplement dire à sucer tout le jus au sein de la population. Donc cette population qui continue à devenir pauvre, les politiciens sont toujours protégés, les politiciens protègent le marché, donc les financiers, donc l'économie, donc les multinationales, donc les grands patrons, et en contrepartie, les politiciens reçoivent leur part. Dans ce même système de gouvernance, des partis politiques qui se créent, la plupart des temps, on peut dire de gauche, de droite, et des leaders politiques de l'Assemblée ou de ceux qui gouvernent sortent toujours de ces deux échantillons, soit de la gauche ou de la droite. Mais ces deux échantillons ont été formés dans une même école. Donc l'ENAM, l'école de l'administration, ils sont tous formés. Donc l'idéologie est bâtie sur un petit centre. Et donc, quand les politiciens volent l'argent de l'État à travers des mécanismes qu'ils ont mis, des emplois fictifs au sein du Parlement, ces politiciens ne vont jamais en prison. Vous voyez, chers amis, ils ne vont jamais en prison. Ils sont toujours protégés. Donc on peut voir le cas de Penelope Gate avec Fillon, des emplois fictifs, Bayrou avec des emplois fictifs, et ce mécanisme, ils l'ont prolongé jusqu'à l'Union européenne. Et avec, bien sûr, Marine Le Pen qui aujourd'hui traitait aussi avec cette affaire. Donc vous voyez qu'aucun de ces politiciens n'est inquiété par la justice. Et ils ont projeté ce mouvement dans les compagnies. Donc on vote des lois, on favorise aux multinationales de couper dans des pensions de retraite, de couper des emplois, de réduire les effectifs, et ça ne fait que briser la société. Les banques continuent à être des gagnants, les politiciens continuent à être des gagnants, la société continue à se faire marginaliser. Et c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Et donc, les Gilets jaunes sont en train de compris ce jeu. Quand il s'agit d'élections présidentielles, on voit de gauche ou à droite
à l'intérieur de chaque échantillon, ils font ce qu'on appelle des primaires pour choisir un. Entre eux, ils se bousculent, mais le but demeure le même. À la fin, ces deux groupes vont s'entendre pour élire un individu à la tête du pays. Et celui qui est à la tête du pays travaille pour les intérêts des multinationales, les intérêts des groupes d'assurance, les intérêts des banques. Et le peuple est toujours niqué. Le peuple ne fait que payer. La taxation continue à augmenter, la TVA, les impôts, ainsi de suite, ne font qu'augmenter. Donc, le peuple n'est plus au contrôle du pouvoir. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Le peuple qui est, en anglais, c'est simplement RIP. On a RIP le pouvoir du peuple. Et ce sont donc une minorité que, d'ailleurs, dans la plupart des temps, ils sont élus à moins de 40% des populations de leur circonscription, s'il s'agit des députés. À moins de 40%. Donc, ils n'ont même pas la majorité. Mais c'est eux-là qui prennent les commandes de tout un pays, prennent des décisions pour tout un pays. Vous voyez? Encore, celui qui est élu à la tête du pays, aussi n'est pas élu même pas à 50%, donc il n'a pas la majorité de toutes les populations. Mais c'est lui qui décide pour tout le pays. S'il veut enflammer le pays, il va enflammer. Et là, celui qui est à la tête décide d'enflammer les populations, de détruire la vie des populations en mettant en place des réformes qui ne fonctionnent pas, qui ne reflètent pas le coût de la vie. Les salaires n'ont jamais augmenté, mais la taxation continue à augmenter, la vie continue à être chère, les gens n'arrivent plus à survivre, le banditisme, le voyoutisme commence à regagner les rues, les gens n'en peuvent plus. Vous voyez, chers amis, c'est là, c'est là que le peuple a compris, le peuple français a compris, dit non, pas question, aucun de ces gens-là ne paye les impôts ici au pays, ils ont tous de l'argent dans des paradis fiscaux. Ils pillent l'État, ils volent l'État en créant des emplois fictifs, ils ont des salaires astronomiques, leurs familles sont payées à plus de 20 millions, 10 000 euros par mois, et nous, on ne fait que souffrir, non. Et le peuple a ouvert le troisième œil qu'on appelle le Kundalumi. L'œil est ouvert, le peuple est debout. C'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Et donc les Gilets jaunes ont mis une charte. Parmi cette charte, c'est aussi le pillage de l'Afrique. Parce que ces mêmes groupes politiques, ces échantillons politiques, ont créé des ramifications. Ils volent leur État et ils vont encore voler l'Afrique en mettant en place des dictateurs et en pillant l'Afrique, en mettant en place des génocides, des plans d'extermination, de la destruction complète. C'est comme ça que ça a toujours fonctionné. Tous les présidents qui sont arrivés à l'Élysée, ils ont toujours emboîté le même pas. Et donc, en contrepartie, il y a ce que nous appelons les flux de migrants qui partent de l'Afrique à cause de la souffrance imposée par les mêmes politiciens sortant des échantillons, de ces deux échantillons que nous avons parlé, de la gauche ou la droite, et qui sont donc allés chercher donc une meilleure vie en Europe. Et donc ça aussi, ça crée un déséquilibre dans le cadre du contexte social en Europe ou en France. Et le mouvement est parti des Gilets jaunes. Donc les Gilets jaunes veulent mettre en place veulent aller toucher à la Constitution pour mettre en place des référendums révocatifs qui leur permet simplement de faire sauter un élu, faire sauter un chef d'État qui a simplement mené des réformes qui ne vont pas à l'avantage du peuple. Donc en réalité, le peuple qui reprend donc sa souveraineté, et le peuple qui reprend donc sa souveraineté dans le sens où le peuple peut donner le pouvoir à qui il veut. Oui, chers amis. Donc aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes, si nous essayons de regarder, ça c'est l'acte 10, ça avait commencé, je crois, depuis le 17 novembre, 2018, et ça ne décolère pas, ça ne fait qu'augmenter. Emmanuel Macron est venu a appelé au dialogue, le peuple n'a pas écouté ça, le peuple est encore dans la rue aujourd'hui à l'acte 10, plus nombreux encore. Cette fois-ci, les gens ont compris que les revendications, il faut le faire dans le calme, pas de casse, et le groupe des Gilets jaunes est en train de se structurer, ils ont même mis en place des équipes, eux-mêmes ils ont appelé ça de sérénité qui est différent de sécurité, de sérénité,
pour simplement que tout le monde vienne à la manifestation et rentre chez lui dans la paix, sans pourtant qu'il y ait destruction, et ainsi de suite. Mais, chers amis, pendant l'été, les effectifs que vous avez vus aujourd'hui, ça va être 20 fois ça, 10 fois ça. Donc, qu'est-ce que nous allons remarquer? Les gens ne viendront plus, les étrangers ne viendront plus faire leur tourisme en France. Nous allons voir la chute de l'économie du point de vue touriste. Les gens auront du mal à vivre et tout le monde sera obligé de prendre la rue. Et nous allons arriver quoi? À la chute de la Ve République. Et la chute de la Ve République est l'une des portes de sauvegarde de l'Afrique noire francophone. C'est ça la réalité. Nous sommes des visionnaires, nous avons déjà vu ça venir et ça va arriver. La Ve République va chuter, qu'on n'en veuille ou pas. Ça va arriver. Vous allez voir qu'à un certain moment, si nous ne faisons pas attention, il y aura même une lutte armée en France. Le peuple prendra des armes pour aller s'attaquer aux institutions. Si nous ne faisons pas attention, c'est-à-dire que si nous continuons à avoir des violences du côté des forces de l'ordre, nous pourrions arriver à ça. La révolution en France, ça arrive. Et les génocidaires africains n'auront pas le choix de libérer l'Afrique. Regardons dans le côté des génocidaires africains et des despotes africains, vous avez vu Kagame s'agiter, aller organiser un sommet à la va-vite, bien sûr appuyé par l'Union européenne, la France et la Belgique à la manœuvre. On fait venir des despotes africains, des gens comme des Déby, des présidents, dans la plupart des cas, ceux-là qui ont été élus à des victoires astronomiques. Paul Kagame a été réélu à 18% de la population, 18% des votes. Vous avez un Sassou Nguesso génocidaire dans son pays, il a eu 8%, nuitamment il change les résultats et aujourd'hui il veut se présenter en démocrate. Alpha Condé a eu des problèmes après tout un tas de fraudes, il se s'est retrouvé là. Oui, chers amis, donc le but de l'Union européenne ici, c'est que la RDC est en train de les échapper. La République démocratique du Congo est en train de les échapper. Et Kagame aussi a compris le jeu, que même son homme de main, Kabila, l'a trahi. Parce que pour les Kagame, ils avaient un autre plan. Pour Paul Kagame, il faut toujours que l'Est continue à être, l'Est de la République démocratique du Congo continue à rester sous les ordres de Kagame, donc le pillage des minerais. Toutes les entreprises sont venues autour de Kagame parce qu'ils ont vu à Kagame l'homme fort pour profiter de toutes les matières premières qui vont arriver. Volkswagen est parti. Les Français, en faisant des beaux yeux au Rwanda, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, ils ont fait venir Paul Kagame en France et bien sûr à faire la proposition de la francophonie à Paul Kagame pour se rapprocher de plus en plus du Rwanda. Et même à chasser Michael Jean, la Canadienne, donc notre compatriote ici au Canada, parce qu'ils ont vu les intérêts de la République démocratique du Congo pour piller la République démocratique du Congo. Malheureusement, leur plan a basculé à la dernière minute avec l'élection des résultats provisoires que nous venons de voir ici. Et la France monte au créneau pour dire non, c'est pas ça, il faut changer. On appelle le Conseil de sécurité. Et vous avez vu tout de suite que les Russes sont montés au créneau pour dire qu'il faut respecter l'intégrité intérieure du Congo, la légitimité des institutions du Congo. Et là, Antonio Guterres, secrétaire des Nations Unies, secrétaire général des Nations Unies, vient de dire la même chose, chers amis. Le respect des institutions de la République démocratique du Congo. Donc, nous acheminons tout droit vers la sermentation de Félix Tshisekedi comme le président de la République démocratique du Congo. Le président Lorenzo d'Angola, qui était à l'intérieur même de ce huis clos qui s'est passé sous l'égide de Kagame comme président en exercice de l'Union africaine. Lorenzo, après la sortie, après toutes les décisions qui ont été prises, que vous connaissez, qu'il devait envoyer
une délégation à Kinshasa lundi, donc vous voyez, et ils ont demandé d'arrêter de la suspension donc de l'arrêt du processus électoral, simplement d'arrêter de proclamer le résultat de l'élection présidentielle parce que les délégations qui devaient aller là-bas, mais les chefs d'État qu'on a cités qui devaient aller là-bas, c'était donc Paul Kagame. Il a été élu à 98% des voix. Nous ne croyons pas que ça c'était une élection juste et transparente. Il y aura le président de la Zambie. Le président de la Zambie avait déjà appelé au recomptage de voix, mais par le biais de la SADC, commençait déjà à prendre un environnement à 90 degrés, et qui parlait maintenant du respect des institutions. Donc, respect des institutions veut dire le respect des résultats des urnes, parce que la CENI fait partie des institutions de la République démocratique du Congo. Et puis, vous avez Cyril Ramaphosa de l'Afrique du Sud, que d'ailleurs, l'Afrique du Sud a des grands nombres d'intérêts en République démocratique du Congo. Donc, vous voyez que Paul Kagame, en réalité, se rend maintenant compte que les choses sont en train de s'échapper. Donc, le plan qu'il a bâti avec Emmanuel Macron, en acceptant la francophonie, en continuant à dominer la République démocratique du Congo, est en train de les échapper. Lorenzo, qui était dans cette réunion, malgré ses décisions, arrive chez lui et il fait une déclaration en félicitant Félix Tshisekedi comme le président élu provisoirement de la République démocratique du Congo. Vous voyez que les jeux sont en train de changer et vous avez Antonio Guterres qui a fait la déclaration aujourd'hui pour appel au respect des institutions. Ça vous dit quoi? L'Europe est en train de se faire niquer, la France a été niquée, la Belgique a été niquée. Donc tous les despotes qui sont associés à la France vont se faire niquer. Mais vous croyez que la décision revient d'où? Chers amis, ça revient d'où? Ça revient en Amérique du Nord, chers amis. On vous avait dit en Amérique du Nord, quelque part, on ne va pas citer les noms ici, il y a un homme qui est arrivé, qui voit le monde d'une autre façon, qui est en train de défaire tous les accords commerciaux, qui est en train de défaire tous les accords politiques, et qui voit le monde d'une autre façon. Et nous avons dit que ça pouvait être une chance pour nous, l'Afrique, éventuellement aux États-Unis. Mais nombreux des Africains n'arrivent pas à saisir ce message, à saisir l'opportunité. Et nous continuons à demeurer sous des despotes qui n'ont aucune vision. Plus de 40 ans dans nos États, ils n'ont jamais pu amener nos pays vers de nouvelles directions, vers de nouveaux horizons. Mais nous sommes toujours là accrochés. Nous n'arrivons pas à saisir l'opportunité. Oui, chers amis. C'est ça la réalité. L'Occident a été niqué, la France a été niquée. Malgré tout ce que la France fait, vous avez vu en République centrafricaine et maintenant sous la protection des Russes, comprenez les enjeux qui sont en train de se faire jouer et essayez de regarder la géopolitique. La France va être balayée de l'Afrique, c'est ça la réalité. Le désordre qui est en train de créer en Afrique, les gens en ont marre. Et ceux qui ont une vision, qui ont des yeux pour voir, peuvent regarder. Ça va arriver, ça va vite. Les choses sont en train d'aller très vite. Donc la France qui comptait être les leaders de l'intelligence artificielle en profitant des matériaux rares revenant de la République démocratique africaine, la République démocratique du Congo, puisque vous savez l'intelligence artificielle c'est la technologie de pinpoint qui exige des matériaux rares. Quand vous voyez le tableau périodique, hein, tous les matériaux rares qui sont là, ces matériaux-là, 90% se retrouvent en République démocratique du Congo. Vous avez besoin de la haute technologie de pointe, il faut utiliser les matériaux rares. Et les matériaux rares, 90% se retrouvent en République démocratique du Congo. Donc la France comptait sur le Rwanda pour avoir, jusqu'à chasser la Canadienne pour mettre Mouchiki Boabo comme président de la francophonie, secrétaire général de la francophonie. Quand on reçoit ces matériaux rares-là, il n'aura rien. Parce qu'il n'y a que quelques pays qui vont en avoir ça. Peut-être les Chinois. Et les autres, c'est en Amérique du Nord. Et les Russes sont venus aussi en Centrafrique pour prendre leur part. Et le Congo-Brazzaville, qu'est-ce qui va arriver? Il faut chasser Sassou. Sassou va partir, là. On va déboulonner toutes les anciennes colonies françaises d'Afrique. Là, on avait déjà prédit ça, que la France va perdre toutes ces colonies. Parce qu'il faut dire que le Congo demeure une colonie. Notre Congo demeure une colonie de la France. Parce que Sassou tue, il massacre, il pille l'économie, il est toujours protégé par les Français. La France perdra tous ces pays. C'est ça la réalité. Parce qu'ils n'ont pas su voir
leurs politiciens n'ont vu que leur ventre, leur poche, par des valises d'argent qui partent d'Afrique, qui viennent financer des partis politiques en France, qui viennent financer les multinationales, qui viennent financer les politiciens et les hommes d'affaires en France. Ils n'ont pas pensé à la population française, qui en réalité ont des véritables liens de famille avec l'Afrique. Ça n'a rien à voir avec le gilet jaune aujourd'hui qui est sur le terrain, ce que nous sommes en train de voir. Ça concerne la France-Afrique, entre guillemets, des élites politiques mais criminelles, des élites économiques mais criminelles, des multinationales mais des criminels. Oui, chers amis, c'est ça la réalité. Donc, nous sommes en train de nous diriger vers un désastre. On va chasser la France de l'Afrique. Certainement, l'Amérique du Nord prendra une grande partie de l'Afrique. Les Russes vont prendre une partie de l'Afrique. Mais c'est aux Africains d'abord eux-mêmes de trouver une véritable position pour développer leur pays, pour centraliser leur futur. C'est aux Africains. Voilà pourquoi nous le disons. Aux Africains doivent maintenant s'armer d'une intelligence, c'est-à-dire que le traitement des matériaux, des matières premières doivent se faire sur le territoire africain. L'Afrique ne doit pas accepter que toute matière première qui est extraite sur son territoire puisse être allée traiter ailleurs. C'est un gain qui manque à l'Afrique. C'est d'énormes capitaux qui sont en train de s'échapper à l'Afrique. Tout doit se faire sur le territoire africain. Vous voulez construire, aujourd'hui vous voulez construire l'Afrique, l'Afrique va se construire avec son argent, avec ce qui sortira sur sa terre. C'est ça la réalité. Les emplois vont se créer, les États vont se développer, les compagnies paieront des impôts, et c'est par là que ceux qui ont l'intelligence peuvent arriver à tricher un peu de l'intelligence, et c'est là où le transfert de technologie peut se faire. Mais pour le moment, on vous le dit, vous n'aurez jamais ce transfert de technologie ni avec les Chinois ni avec les Européens, parce que les Européens, pour eux, c'était zéro développement pour l'Afrique, tolérance zéro. Les Chinois aussi font la même chose. Tous les emplois, ce sont les Chinois. Toutes les compagnies sont les Chinoises. Les machines, ce sont les machines chinoises. Les Européens l'ont déjà fait. Pour eux, l'Africain demeure un outil manuel, un manœuvre qui est là pour utiliser ses muscles et ses forces, pas ses intelligences. Mais nous avons ces intelligences-là développées en Afrique. Donc, cette vision d'Afrique ne se fera qu'avec des jeunes qui ont une vision du développement de l'Afrique, des jeunes qui ont une vision de pouvoir promouvoir l'épanouissement de l'Afrique, mais pas avec des gourous girouettes, des gens qui ont plus de 40 ans au pouvoir, mais qui, d'ailleurs, que nous ne pouvons jamais rien apprendre de leur expérience. Sinon, ce qu'ils savent, c'est voler tout ce qu'ils volent. Encore, ce qui est grave, tout ce qu'ils volent, ils vont les cacher encore dans les banques à l'extérieur, à l'extérieur de banques occidentales, et qui profitent donc à ces banques-là. Deux fois même à leur mort, cet argent-là ne rentre même plus en Afrique. Vous voyez, chers amis. Donc, nous voulons des gens qui ont une vision d'Afrique. Le traitement de matières premières sur le terrain, c'est par là que la technologie pourra se faire. Vous voyez, aujourd'hui, la Chine a pu se développer parce que les Européens partaient piller l'Afrique et cherchaient des pays où ils devaient donc transformer les matières premières. Et donc, ils ont utilisé l'Asie. Donc, on voit ici l'Inde, on voit ici la Chine et beaucoup de ces pays. Et les Chinois ont copié les technologies. Aujourd'hui, les Chinois sont devenus les élites, sont devenus aussi une grande puissance économique et militaire mondiale. Vous voyez, chers amis. Mais pour les Européens, c'est zéro tolérance. Les Chinois aussi ne vont jamais nous transférer. On a deux choix. Ou nous voulons que nos matières premières se transforment sur place, ou nous comptons sur nos diasporas. Une diaspora d'élite intellectuelle qui est allée s'éduquer pour revenir en Afrique, implanter cette intelligence à travers tous ces jeunes Africains qui ont des potentialités intellectuelles énormes que nous pouvons simplement booster en leur préparant les conditions nécessaires d'études, les conditions nécessaires de travail pour faire stimuler cette intelligence et puis faire avancer l'Afrique. C'est ça, chers amis. Nous avons le monde, comme on le dit, le monde n'est pas encore fini. Pour que l'humanité arrive à se développer, il faut forcément l'Afrique se développe. Forcément. Les Européens, les Américains, le monde des finances, qui est un monde très aigri, n'ont pas de choix. C'est-à-dire qu'il faut forcément développer l'Afrique. Forcément, il faut que ça se développe. Mais pour que nous y arrivons, il faut qu'il y ait une volonté des Africains.
C'est-à-dire des jeunes qui prennent le leadership pour forcer ce développement-là. Pour forcer ce développement-là, vous avez besoin des hommes dans les palais présidentiels qui ont une vision, qui prennent des réformes, d'avancement, pas ceux-là qui pillent, ceux-là qui tuent, ceux-là qui ne pensent qu'à la division, à la séparation, à la haine, à la destruction des populations, à la destruction des économies, comme le cas du Congo-Brazzaville avec le génocidaire Sassou Nguesso, qui a brûlé le pays économiquement, qui a brûlé ce pays par des guerres tribales, par des séparations, par des divisions qui ne pouvaient pas avoir place. Et ce même génocidaire veut maintenant envenimer les autres pays aux alentours du Congo pour faire étendre sa vision de la destruction et qui n'avancera jamais l'Afrique. Alors on le dit, peuple africain, réveillez-vous, élevez-vous correctement. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Nous voulons simplement dire que là nous venons d'avoir la nouvelle que la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo va s'en foutre éperdument de l'arrivée de Kagame le lundi et de son groupe de l'Union africaine, parce que d'ailleurs ces gens-là ne peuvent pas montrer l'exemple de démocratie. Quelle est la leçon de démocratie qu'ils vont aller donner à la République démocratique du Congo? Parce que tout ce monde-là, ils sont des despotes, la plupart parmi eux ont été élus d'une manière frauduleuse. Et encore un homme comme Sassou ne peut pas donner des leçons de démocratie à qui que ce soit. Qu'il commence d'abord par libérer Mokoko, Okombi et les autres. On nous a dit encore hier la nuit très tard que par notre pression médiatique, il a libéré le colonel à la retraite Ngwama Benoît. Mais nous voulons savoir en réalité s'il a été libéré. Donc nous demandons au peuple congolais de faire ses investigations pour voir s'il a été libéré. Mais s'il libère le colonel Ngwama Benoît, qu'il libère les autres aussi, Mokoko et tous les autres. C'est cela, chers amis. Voilà. Donc la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, d'après ce qu'on nous dit, risque de publier ses résultats aujourd'hui. Ce qu'on veut nous dire, les résultats peuvent tomber à n'importe quel moment aujourd'hui. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Voilà, donc si jamais les résultats tombent, nous demandons, notre grand message au peuple de la République démocratique du Congo est: ne brûlez pas votre pays. Ne brûlez pas votre pays, ne rentrez pas dans ce piège-là. C'est un grand piège qu'on vous a tendu. Souvenez-vous du discours de Nicolas Sarkozy qui dit: si le Congo est un pays trop grand, un pays trop grand pour être trop riche, il faut donc qu'il arrive à partager ses ressources naturelles avec les autres pays aux alentours. Donc leur plan, c'est quoi? Leur plan, c'est de diviser la République démocratique du Congo pour bien contrôler sa richesse et ses ressources naturelles. C'est ça leur plan. Mais comment diviser? Éventuellement, ils vont saisir de l'opportunité de ce contentieux électoral pour vous emmener la haine de la division, c'est-à-dire le tribalisme, que d'ailleurs, nous sommes des véritables victimes de ce tribalisme-là au Congo-Brazzaville. Ça nous a apporté des guerres, ça nous a apporté la domination d'une ethnie que nous appelons ethnie Mboshi, ça nous a apporté la banqueroute du Congo aujourd'hui, qu'aucun investisseur international ne peut regarder ce pays. Alors, leur plan pour la République démocratique du Congo, c'est vous envoyer à la division. Vous avez beaucoup des ethnies, c'est à la confrontation. Vous allez vous affronter. Et ces gens-là vont profiter de l'opportunité pour commencer à venir vendre donc les armes, les munitions, en échange des matières premières. Et c'est comme ça qu'ils vont vous avoir. Et le Tutsi Power va continuer à régner, dirigé par Paul Kagame, va continuer à piller le pays. Le pays va se fragmenter en plusieurs morceaux. Il y aura un Congo Est, un Congo Centre, un Congo ainsi de suite. Tout un pays va donc être géré par le Tutsi Power, qui va donc être le grand businessman. Vous voyez que Paul Kagame va continuer à construire son Rwanda sous le sang du peuple de la République démocratique du Congo. Donc, on le répète. Vous connaissez bien les plans de ces gens-là. Peuple de la République démocratique du Congo, Tata Bob Moko, l'école Bob Moko. Si vous voulez maintenir ça, ne rentrez pas dans ce piège de la confrontation. Si c'est la Cour constitutionnelle dit que le recomptage de voix, soyez sages, ne brisez pas votre pays. Si votre Cour constitutionnelle, même qu'elle est nommée par Kabila, vous dit que, bon, par rapport au recomptage, nous avons plus que Martin Fayulu, soyez donc un peuple sage. Si ça vous dit que c'est Félix Tshisekedi, en tout cas, soyez un peuple sage. Ne rentrez pas dans cette distraction.
Parce que pour Paul Kagame, il est en train de voir ses intérêts être tournés en rond par l'homme qu'il a beaucoup protégé, Kabila. Donc, on vous le dit, chers amis, faites attention parce que Kagame, aujourd'hui, du côté américain, on commence à le lâcher un tout petit peu. Aujourd'hui, si vous essayez de regarder, la force de l'Amérique, c'est devenu l'Angola. La force de l'Amérique, c'est devenu l'Angola. C'est le président de l'Angola qui est devenu un peu le bon partenaire des États-Unis. Parce qu'on essaie de regarder, du point de vue économique, le monsieur est venu, il a été élu d'une manière claire, on peut le considérer comme ça. La transition, la passation du pouvoir s'est faite d'une manière pacifique, applaudie par les peuples angolais, mais ce que nous demandons à l'Angola, c'est simplement la libération du Cabinda, de la province du Cabinda, d'enlever l'embargo sur cette province du Cabinda, parce qu'il faut le dire que le Cabinda doit demeurer libre si Joinco, je ne sais pas quoi, le président angolais veut devenir ce bon président, qu'il pense à pacifier le Cabinda. C'est ça ce qui est bien, chers amis. Donc, du point de vue stratégie économique, l'homme est arrivé au pouvoir, il est en train de traquer tous les criminels financiers, il est en train de rapatrier tous les fonds du pays volés, vous voyez. Et ça, c'est ce que les résultats que le Fonds monétaire international était en train d'attendre. Ça, c'est ce que les Américains étaient en train d'attendre. Ça, c'est ce que les investisseurs attendent. C'est-à-dire un homme qui apporte au moins une vision sur le changement économique, le changement politique, un homme qui a au moins une vision du développement. Voilà pourquoi vous avez vu Christine Lagarde est partie donc faire un discours en Angola en disant que le Fonds monétaire a apporté son aide financière en Angola. Dossier d'Angola qui était très en bas du dossier du Congo-Brazzaville, qui aujourd'hui n'a jamais eu d'issue parce que vous avez un homme au Congo et qui est lui-même dans le flou. Le criminel numéro 1 de la fraude au Congo, c'est Sassou. Et Sassou ne pourra jamais être un homme qui va apporter la transparence économique que vous êtes en train de chercher. C'est ça la réalité. Donc, l'Angola aujourd'hui est aimé parce que ce sont les résultats. L'Occident voulait les résultats. Le Fonds monétaire international a voulu les résultats. Quand on parle des résultats ici, la plupart du temps, on voit les résultats du marché. Le marché, c'est quoi? Ce sont les finances, c'est le système économique. C'est ça qui est plus important. Parce que c'est l'économie qui dirige la politique. C'est ce que nous avons toujours dit au peuple congolais. Ce sont des multinationales qui convergent les politiques vers des réformes. L'économie dirige. Si vous êtes un économiste qui a une vision, un économiste qui essaie de lever son pays, vous avez donc une vision économique et en ce moment-là, les gens viendront auprès de vous parce que les actionnaires seront contents de venir investir dans votre pays et aussi recevoir leur retour sur l'investissement en un temps record, donc leurs bénéfices sur leur investissement. C'est le cas du Ghana aujourd'hui que nous sommes en train de voir avec une croissance positive parce que vous avez des gens, des visionnaires qui ne pensent pas faire la politique en allant prendre les femmes des autres, en détruisant des familles, en tuant les autres, comme au Congo-Brazzaville. Vous apportez un argument, vous devenez un homme à attendre, un homme à abattre. Dans les 2 jours qui vont suivre, on va seulement entendre que un tel est venu de mourir par AVC parce que vous avez été simplement empoisonné. Non, chers amis, ce n'est plus une vision du 21e siècle. La vision du 21e siècle, c'est une vision économique, chers amis. Nous avons des potentialités par rapport à nos matières premières, mais nous devons être des véritables gestionnaires. Le système en place ne peut pas représenter cette gestion-là, a failli sur toute la ligne. Donc, on le dit, chers amis, nous devons travailler. Donc, Paul Kagame, on suite, parce que là, parfois, on ouvre des parenthèses pour vous développer un sujet, et parce que quand on développe un sujet, beaucoup des idées viennent et on tire leur. Donc, Paul Kagame, d'une manière générale, ne voit que son intérêt. Voilà pourquoi lui-même, il s'est même dit dans cette réunion de huis clos qu'il fera partie de l'équipe qui ira à Kinshasa. En fonction de quoi? Antonio Guterres, qui est le secrétaire général des Nations Unies, vient de dire non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Bon, on se dit sur quel droit international qui pousse l'Union africaine de demander à un pays qui a organisé des élections de pouvoir arrêter le processus de proclamation. Ça n'a pas de sens. Surtout encore si c'est la France ou la Belgique qui met la pression, je préfère encore que les résultats restent tels que ça est là. Ah, c'est ça, chers amis. Cela ne signifie pas que nous encourageons la fraude, la tricherie, la manipulation. Non, chers amis. Parce que nous voyons à ces gens-là des intentions qui sont
carrément de la domination économique, de continuer à piétiner sur le peuple, de continuer à mener leur principe de zéro développement, de zéro avancement de l'Afrique. C'est ça la réalité. Donc, Paul Kagame a voulu donc aller manigancer encore des choses, convaincre les opposants de la République démocratique du Congo. Je ne sais pas sur quoi, nous ne savons pas. Mais en tout cas, tout ce que nous voulons dire ici, nous demandons au peuple de la République démocratique du Congo, à la sagesse totale, le plus absolue, ne rentrez pas dans ce jeu de la séparation, dans ce jeu des confrontations, parce que c'est par là que les vautours vont donc fractionner votre pays en plusieurs morceaux et ils vont continuer à contrôler et à vous maintenir en état d'esclavagisme. Et des yeux grandement ouverts pour continuer à lutter. Peuple du Congo-Brazzaville, la grandeur des opposants de la République démocratique du Congo vient encore de nous montrer un exemple palpable. Mais vous le savez, aujourd'hui, tous les opposants du Congo-Brazzaville, ceux-là qui ont été déjà membres du système Sassou sont redevables devant Sassou Nguesso. Et ce qui fait que si vous comptez sur ces opposants-là, Sassou va demeurer là. Nous avons vu déjà une banderole initié par Nkusuma Vungu, ce court bonhomme Nkusuma Vungu que vous connaissez vers les Mvouti là-bas, a fait une banderole pour dire Mvouti, Mvouti c'est pas Sassou Nguesso pour 2021, c'est tout. Vous voyez que nous sommes dans l'illusion, dans le rêve, la répétition des gens qui n'ont aucune vision. Donc pour eux, Sassou est encore leur président jusqu'en 2021. C'est ça votre calcul. On vous dit que c'est vous qui dirigez le monde là, c'est vous qui prenez les décisions. On vous dit que Dieu c'est vous, que vous voyez déjà Sassou en 2021. C'est ce qu'on vous a dit. Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire, mais nous voulons dire au peuple congolais, peuple du Congo, jeunes du Congo, élevez-vous à l'étape de l'esprit pour ouvrir grandement les yeux. Ces gens-là sont restés pendant plus de 40 ans au pouvoir. Ils n'ont jamais pu vous apporter de l'eau potable 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7. 30 jours dans le mois au Congo-Brazzaville. Ils n'ont jamais pu vous apporter de l'électricité 24 heures sur 24 heures, 7 jours sur 7 au Congo-Brazzaville. Alors, vous ne pouvez pas compter sur les gens qui ont failli sur toute la ligne, quasiment impossible. Vous n'allez pas continuer à compter parce qu'on vous donne un petit 500 000 francs CFA qui ne représente même pas le futur de vos enfants. À un certain moment, essayons d'enlever le fanatisme à côté pour dire que moi je suis Mboshi, je suis de tel parti du pays. Mais regardons d'une manière objective le pays, essayons de regarder le pays dans les 3 dimensions. Et puis nous allons essayer de faire une leçon, de tirer des leçons, des conclusions. Il faut, chers amis, on vous dit, toute la classe politique, tous ceux qui ont côtoyé le Parti congolais du travail, nous allons le mettre dans un paquet et pousser ce paquet-là dans l'eau. C'est ça la réalité. Je vais simplement dire ici que toute cette classe politique, que tu sois jeune, vieux, qui a travaillé dans le système Sassou, strictement interdit de faire la politique au Congo, strictement interdit de prendre des postes là où il y a des responsabilités, de gérer de l'argent, parce que vous demeurez le véritable poison pour le Congo-Brazzaville. C'est ça la réalité. Donc il faut mettre en place un véritable moratoire pour des hommes politiques qui sont des pourritures, on peut le dire comme ça, et qui minent l'avancement du Congo-Brazzaville. Deuxièmement, il faut mettre en place un moratoire sur les mines, c'est-à-dire revoir tous les permis que le régime Sassou a émis, qu'il s'agit des permis pétroliers, des permis des autres ressources minières que nous avons. Il faut revoir ces permis-là parce que nous allons considérer que tout contrat que Sassou a signé, c'est des contrats qui ont été signés dans l'inégalité. Ces contrats ont été signés dans l'inégalité et ces contrats-là ne peuvent pas être respectés, ne peuvent pas être reconnus dans le nouveau Congo. Et donc nous demandons simplement à toutes ces entreprises-là que leur contrat va être révoqué à l'immédiat parce qu'ils ont fraudé. Surtout encore avec les compagnies pétrolières, nous savons aujourd'hui que Total et Eni fraudent. Et les preuves démontrent du fait qu'ils ont fraudé. Nous avons là grandement un boulevard de pouvoir les révoquer, le permis d'exploitation et de production au niveau du Congo-Brazzaville. Nous allons remodifier ce taxe sur les contrats pétroliers et de mines que nous avons au Congo. Nous allons revoir tout le système dans les 3 dimensions. Il faut mettre des moratoires politiques, des moratoires économiques, des moratoires sociaux. Aujourd'hui, vous voyez
dans son échec, hein, il va encore vous mettre un étranger à la tête du plus grand centre hospitalier du pays. Ça pose véritablement un problème dans la tête de cet homme. Et vous avez des jeunes moutons qui continuent à le suivre. Alors, Seigneur, nous voulons dire au peuple du Congo, aux jeunes du Congo, ressaisissez-vous. Vous avez encore le temps de se ressaisir. Mais ceux-là qui ne vont pas se ressaisir, on va leur dire tout simplement, pour éradiquer la gangrène qui mine le Congo, la solution politique ne sera jamais la solution, mais nous pensons qu'il faut mettre un coup de carcère, et c'est éventuellement l'équilibre de forces militaires qui mettra ce coup de carcère pour pouvoir apporter la solution, pacifier le pays, mettre en place des véritables forces de sécurité qui sera totalement impartiale pour protéger les citoyens et éventuellement promouvoir le développement de notre pays. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Bon samedi, demain dimanche, nous ne pensons pas encore qu'il y aura direct parce que nous avons plein d'occupations, mais on verra. Que Dieu nous garde. Merci, allez, au revoir.